Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je qualifierais de compliquée. Compliquée parce que vient se juxtaposer aux actes horribles qui ont été commis, un thème qui a tendance à générer du débat et de la discussion. Et je tiens donc à préciser que dans cette vidéo, seuls les faits seront exposés et il n'y a absolument aucun avis personnel sur quelque thème que ce soit. Bien, mais avant de commencer les amis, n'hésitez pas à liker cette vidéo comme vous le faites si bien et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Et une petite précision, j'ai également ouvert un Tipeee. Alors évidemment, et cela coule de source, il n'y a absolument aucune obligation, ne faites pas de dons si vous n'en avez pas les moyens, votre seule présence déjà ici, me ravit au plus haut point. Le Tipeee n'étant là que pour les personnes qui auraient la volonté de participer à l'évolution de la chaîne de manière financière. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour, on peut débuter pour cette sordide histoire. La clinique de la Women's Medical Society a vu le jour en 1972 et son fondateur se nomme le docteur Kermit Gosnell. Cette clinique médicale, à ses origines, semblait avoir un but louable, celui d'aider les communautés les plus défavorisées de l'ouest de la ville de Philadelphie. Et ce qui est pratiqué au sein de cet établissement, ce n'est pas de la médecine généraliste. Il s'agit là d'un thème bien spécifique, l'avortement. Et avant de s'engager plus en profondeur dans l'histoire de la clinique, il me faut vous faire un point sur les règles en vigueur dans l'État de Pennsylvanie concernant l'avortement. Puisque la femme qui décide de mettre un terme de manière prématurée à sa grossesse doit comprendre les implications que cela engendre. La procédure d'avortement doit alors lui être présentée, et une fois qu'elle l'a été, un délai de 24 heures de réflexion doit lui être laissé. Ce n'est qu'au terme de ce délai, et si la femme est toujours d'accord, que l'intervention chirurgicale peut avoir lieu. Chirurgicale ou médicamenteuse, on y reviendra un peu plus tard. Et dans tous les cas, pour les personnes âgées de moins de 18 ans, un consentement doit être donné en amont par un tuteur légal. Et enfin, règle très importante pour la suite de l'histoire, aucun avortement ne pourra être exécuté dès lors que le fœtus aura une période de gestation de 24 semaines ou plus. Le 18 février 2010, aux alentours de 20h30, le FBI toque à la porte de la Women's Medical Society pour une sombre affaire de vente illégale de médicaments. Les agents ont été renseignés sur des pratiques peu scrupuleuses qui se déroulaient au sein de la clinique. En effet, du personnel non qualifié se permettait de vendre des médicaments qui normalement auraient dû l'être sur ordonnance et donc avec l'aval d'un médecin. Et l'établissement semblait être un endroit où la politique était celle de ne poser aucune question. Et dès lors qu'un patient arrivait avec l'argent, il obtenait les médicaments qu'il souhaitait. Et vu la dangerosité de certains médicaments, le FBI s'est vu contraint d'enquêter et de mettre un terme à ces pratiques. Et ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en entrant dans cette clinique, cette affaire allait être remplacée par une autre, bien plus grave. Après avoir pénétré dans les lieux, les agents du FBI ont rédigé un rapport sur l'ambiance qui y régnait. Et ils expliquent qu'il y avait du sang sur le sol, une odeur d'urine qui empestait l'air, un chat infesté de puces se promenait dans l'établissement et il y avait des excréments de chat dans l'escalier. Des femmes semi-conscientes, devant subir un avortement, gémissaient dans la salle d'attente ou la salle de réveil où elles étaient assises sur des fauteuils inclinables sales recouverts de couvertures tachées de sang. Toutes les femmes avaient été mises sous sédatifs par du personnel non agréé. En plus de toutes ces horreurs, les agents du FBI sont tombés sur ce qu'ils étaient venus chercher, c'est-à-dire de la vente illégale de médicaments par du personnel non autorisé, médicaments qui se retrouvaient dans la rue et qui étaient revendus par des dealers. Et la surprise ne s'arrête pas là, puisqu'en observant le stock de médicaments, les enquêteurs vont constater que la plupart d'entre eux ont dépassé leur date d'expiration. Aussitôt, des agents de la santé publique sont envoyés sur place pour réaliser une expertise et constater l'ensemble du matériel et les conditions d'hygiène de la clinique. Ce qu'ils vont remonter fait froid dans le dos, puisqu'ils indiquent que les instruments ne sont pas stérilisés, que le matériel est rouillé et obsolète, et que surtout, certains objets qui ont vocation à être utilisés une seule fois sont réutilisés sur différents patients, et notamment des tubes qui ont vocation à être insérés dans la trachée des personnes si une assistance respiratoire est nécessaire. Aucun équipement de réanimation ni de surveillance des patients n'est en état de marche, et donc, en cas d'urgence, ils ne peuvent pas être utilisés. Ces découvertes semblent affreuses dans une clinique médicale où l'hygiène est censée régner. Mais croyez-moi, on est loin d'avoir atteint le paroxysme de l'horreur. Parce que l'équipe de recherche va retrouver, éparpillés un peu partout dans la clinique, des restes de fœtus qui se trouvent dans des boîtes à chaussures, dans des bidons de lait
et même dans des boîtes de nourriture pour chats. Le docteur Kermit Gosnell, fondateur de la clinique, est immédiatement confronté à ces horribles trouvailles. Et il va reconnaître que 10 à 20% des fœtus retrouvés sont des fœtus dont la période de gestation est supérieure à 24 semaines, alors même que cela est interdit par la loi de l'État de Pennsylvanie. Et en observant ces bébés prématurés, les enquêteurs vont remarquer un point similaire chez l'ensemble d'entre eux, une petite coupure à la base du crâne. Et le docteur Kermit Gosnell n'ira pas plus loin dans ses explications, en tout cas dans un premier temps. En toute logique, sa licence médicale est aussitôt suspendue et une procédure de fermeture d'établissement engagée à l'encontre de la Women's Medical Society. En Pennsylvanie, la plupart des médecins pratiquant l'avortement n'en réalisent pas au-delà de la 20e semaine, certains pour des raisons de santé, d'autres pour des raisons morales. Et comme vous le savez désormais, les avortements au-delà de la 24e semaine de gestation sont illégaux. Et la clinique du docteur Gosnell a fini par acquérir une très mauvaise réputation et ne se rendaient là-bas plus que des femmes qui n'avaient d'autre choix. Et notamment parce que le bruit courait que là-bas, il n'y avait aucune limite de gestation pour se faire avorter. L'une des employées interrogées va dévoiler que le docteur Gosnell pratiquait des avortements au-delà de la 24e semaine de gestation très souvent, et que ça allait même encore au-delà de cette période. Et d'ailleurs, c'est cette forme de clientèle, des femmes à la gestation avancée, qui font tourner la boutique du terrible médecin. Lors d'une semaine classique de travail au sein de cet établissement, 4 ou 5 avortements illégaux sont pratiqués. Chaque matin, les femmes devant subir une intervention étaient alignées dans une salle d'attente crasseuse, et il leur était administré des médicaments générant de douloureuses contractions. Le niveau de douleur de chacun, d'ailleurs, était différent en fonction de l'argent qui avait été posé sur la table, car le docteur Gosnell avait différents prix selon les niveaux de sédation. On constate alors une claire discrimination envers les personnes les plus défavorisées. Une fois le médicament ingéré, les femmes étaient laissées sans surveillance avec leur douleur jusqu'à ce que le moment propice se présente. Elles sont alors emmenées dans la salle de bain, se positionnent au-dessus des toilettes et il est temps d'expulser le fœtus qui sera repêché pour ne pas boucher celle-ci. Le processus est terrible, mais nous parlons là d'un avortement légal, puisque les avortements tardifs, au-delà de la 24e semaine de gestation, ont une toute autre procédure. Car à partir de 24 semaines, lorsqu'on provoque la sortie du nouveau-né, eh bien celui-ci est viable, il respire et gesticule. Et si ces bambins reçoivent des soins médicaux adaptés, ils peuvent survivre et être en bonne santé par la suite. Et ce n'est pas là le but recherché par la clinique médicale du docteur Kermit Gosnell, non. Lui, une fois que le bébé est sorti, il va tout simplement le tuer. Bien entendu, le maléfique médecin n'utilise pas ces termes. Il explique qu'il assure la mort du fœtus. Et pour ce faire, il plante une paire de ciseaux au niveau de la nuque de celui-ci et sectionne la moelle épinière. Voilà pourquoi les agents du FBI, lors de leur première intervention, ont découvert sur certains fœtus une petite coupure à la base du crâne. Ces interventions, ces coupures, au fil des ans, représentent des centaines de bébés. Et lorsque le docteur Gosnell était dans l'incapacité de couper, eh bien, c'était tout simplement le personnel administratif qui s'y collait. D'ailleurs, c'est l'ensemble du personnel qui travaillait pour la Women's Medical Society qui était au courant des pratiques terrifiantes et affreuses du docteur Gosnell. Pourtant, il fermait les yeux là-dessus. Et une grande partie de ces épouvantables interventions ne peuvent pas être poursuivies puisque le médecin a détruit les preuves. Et parmi les cas qui ont pu faire l'objet d'une documentation et de preuves, il y a celui d'une mère de 17 ans enceinte de 30 semaines. Le docteur Gosnell a alors enclenché le travail alors même que le fœtus, lui, était âgé de 7 mois et demi et l'a extrait du ventre de sa mère. Le poids estimé par l'un des employés de la clinique est de 2 kg pour le bébé lorsque le docteur Gosnell le récupère et lui sectionne, comme il le fait habituellement, la colonne vertébrale. Il place le corps inanimé du prématuré dans une boîte à chaussures et fait une blague de mauvais goût en expliquant que celui-ci était si gros qu'il aurait pu le raccompagner à l'arrêt de bus. Et ce n'est même pas là le pire des cas, puisque les patientes également subissaient de graves sévices. Le docteur Kermit Gosnell n'avait pas pour habitude de s'appliquer lors des opérations, et il arrivait qu'il bâclait la plupart d'entre elles. L'une des patientes, suite à une intervention du médecin peu scrupuleux qui avait extrait que partiellement le fœtus, est rentrée chez elle avec des restes de celui-ci dans son utérus. Ceci a engendré une décomposition de celui-ci dans le corps de la jeune femme,
ce qui a généré une infection très grave. Amenée à l'hôpital aussi vite que possible, elle se trouvait dans un état entre la vie et la mort, mais finalement, les médecins ont réussi à la sauver. Dans un autre cas, le docteur Kermit Gosnell a tout simplement raté l'avortement et a perforé l'utérus d'une jeune femme de 19 ans. Il l'a alors laissée livrée à elle-même, seule dans une salle de réveil insalubre, sans lui donner aucun traitement. Lorsque les proches de la jeune femme se sont présentés sur les lieux pour la récupérer, l'entrée leur a d'abord été barrée par le personnel de l'établissement avant que finalement ils puissent entrer. Ils ont alors découvert la jeune femme en sang et inconsciente et l'ont amenée d'urgence à l'hôpital où une partie de ses intestins a dû être coupée du fait d'une infection. Mais le cas le plus grave est celui de cette réfugiée népalaise de 41 ans, Madame Mongar. Lorsqu'elle arrive à la clinique, le docteur Gosnell n'est pas sur place. Elle est alors prise en charge par le personnel administratif de l'établissement qui lui fait signer un bon nombre de papiers qu'elle ne comprend pas de toute manière. La femme va alors subir des injections intraveineuses répétées et non surveillées de Demerol, un sédatif reconnu pour sa dangerosité. Le docteur Gosnell l'utilisait néanmoins puisqu'il s'agissait là d'un produit bon marché et qui lui permettait de sauver de l'argent. Mais au bout de quelques minutes, Madame Mongar a tout simplement cessé de respirer. Le docteur Gosnell est alors appelé et il va tenter brièvement un massage cardiaque. Et comme aucun matériel de secours, souvenez-vous, n'est en état de marche, il n'a pas pu utiliser le défibrillateur. Et il n'a pas voulu non plus lui faire ingérer des médicaments qui auraient pu potentiellement faire repartir son cœur. Tardivement, les ambulanciers sont appelés et dépêchés sur place. Et lorsqu'ils trouvent Madame Mongar, elle est déjà certainement en état de mort cérébrale. Et entre-temps, d'ailleurs, Madame Mongar a été replacée sur un lit avec des appareils branchés à elle pour simuler une procédure d'avortement classique. Et les ambulanciers vont réussir une performance monumentale puisque dans ces circonstances, ils vont tout de même réussir à récupérer un pouls faible de la victime. Mais les couloirs encombrés de l'établissement empêchent le brancard de progresser sereinement. De plus, les portes de secours étant cadenassées, celui-ci a dû refaire le parcours dans tout le sens inverse, et ils ont perdu près de 20 minutes. Une fois à l'hôpital, les médecins réussissent à maintenir un rythme cardiaque pour Madame Mongar. Malheureusement, le docteur Gosnell ainsi que son staff, ayant menti sur les raisons de son arrêt cardiaque, eh bien, Madame Mongar va décéder. Les traitements des patientes, vous l'avez compris, étaient inhumains, mais si cela ne suffisait pas, il y avait également un caractère raciste là-dedans. Car les patients à la peau blanche n'avaient pas à patienter dans les mêmes salles d'attente crasseuses et insalubres que le reste de la population. Ceux-ci étaient conduits dans l'un des bureaux les plus propres de l'établissement et personnellement par le docteur Gosnell, qui va les installer et leur allumer la télévision. Et il était important que le personnel appelle le docteur Gosnell lorsqu'une personne blanche se présentait à l'établissement, puisque il souhaitait personnellement les accompagner, tandis que le reste de la population pouvait être géré par le personnel administratif ou les faux médecins que le docteur Gosnell avait embauchés. Et lorsque l'un de ses employés lui a demandé pourquoi est-ce qu'il avait cette pratique, le docteur Kermit Gosnell a simplement répondu que c'était comme ça que le monde était fait, n'est-ce pas? Et même s'il est vrai que la plupart des salariés ferment les yeux sur les pratiques du terrible médecin, Marcella Stanley Chung, elle, s'y est opposée. Elle explique que sa formation à l'anesthésie s'est résumée à un simple discours de 15 minutes de la part du docteur Gosnell et à la présentation d'une plaquette présente dans une armoire. Et un soir de 2002, alors que la jeune femme s'est retrouvée avec 15 patientes à gérer seule, elle a refusé les ordres directs du docteur Gosnell de leur faire ingérer des médicaments. Tout simplement parce qu'elle était trop mal formée pour ça et qu'elle craignait une erreur pouvant engendrer la mort ou des complications de certaines. Elle a alors tout simplement refusé à indiquer au docteur Gosnell qu'elle partait et s'est excusée. Et dans la foulée, la jeune femme est immédiatement allée dénoncer les pratiques de l'établissement auprès du département d'État. Et celui-ci n'a jamais donné suite. Et on arrive alors à un questionnement. Comment est-ce que cet établissement a pu, pendant presque 40 ans, fonctionner? Car en effet, il y a plusieurs agences de surveillance pour ce type d'établissements médicaux qui ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent en théorie. Et le département de la santé de l'État de Pennsylvanie est censé faire régner un ordre parmi les hôpitaux et les différentes cliniques médicales en allant les auditer. En 1989, tout de même 10 ans après la délivrance de l'autorisation de pratiquer des avortements, un premier contrôle est effectué. Et comme vous vous en doutez, des violations ont été constatées.
Mais le docteur Gosnell s'en est sorti en indiquant qu'il allait recadrer tout ça. En 1992 et 1993, soit 3 ans et 4 ans après le premier contrôle, de nouvelles inspections sont réalisées, de nouvelles violations sont remarquées. Le docteur Kermit Gosnell a fait semblant de réordonner ce qui n'allait pas, et puis après 1993, aucun contrôle n'a eu lieu. Puisqu'à partir de cette date, le département de la santé de l'État de Pennsylvanie a décidé que les inspections n'auraient lieu que dès lors qu'une plainte serait déposée. Et l'on peut alors constater les défaillances du système, puisque de nombreuses plaintes à l'encontre du docteur Gosnell ont été déposées. Et aucune n'a vu le jour, alors même que des avocats ont essayé de saisir le département de la santé, et parmi ces affaires, il y avait la mort de Madame Mongar, cette réfugiée népalaise. Et le département de la santé n'est pas le seul à devoir être blâmé, puisque le conseil des médecins, celui-là même qui délivre les licences des praticiens, n'a rien fait non plus. Un employé de l'effrayant docteur est pourtant allé se plaindre directement là-bas. Ils ont décidé d'envoyer un enquêteur alors. Et la procédure d'enquête était une vaste farce puisque la personne mandatée pour aller inspecter tout ça ne s'est pas rendue à l'établissement du docteur Gosnell, mais l'a simplement invité sur un lieu externe. Je vous épargne les détails, mais l'interrogatoire se résumait à la simple question « Est-ce que c'est vrai ? Non ? Très bien ». Et là, je vous ai énoncé le cas des entités gouvernementales qui n'ont pas agi, mais il y a d'autres institutions impliquées également, comme les hôpitaux, etc., qui ont laissé faire le docteur Gosnell. Et c'est pour un tout autre motif, je vous le rappelle, que le docteur Gosnell est tombé, puisque le FBI était à la recherche de prescriptions médicamenteuses frauduleuses. Et heureusement, pour l'ensemble des faits que je vous ai énoncés dans cette vidéo, le docteur Kermit Gosnell va être inculpé. Meurtre au 1er degré pour les coupures affligées au bébé, meurtre au 3e degré pour Madame Mongar, d'autres inculpations pour des avortements illégaux et surtout, évidemment, pour les mesures d'hygiène et de sécurité qui n'étaient pas respectées. Et pour l'ensemble de ces motifs, le docteur maléfique va être condamné à 3 peines de prison à vie sans possibilité de liberté conditionnelle. Le personnel de l'établissement, qui était au fait des agissements du docteur, eux aussi seront inculpés et les peines de prison, en fonction de l'implication, et des agissements de ceux-ci iront de 5 à 12 ans. Une histoire terrifiante, affreuse et qui fait froid dans le dos et qui démontre aussi la défaillance, parfois, des institutions censées protéger les êtres humains. Je sais que parmi vous, il y a un nombre conséquent de mères de famille qui me suivent et je n'ose pas douter que ce sujet vous a certainement touché directement. Voilà, alors cette fois-ci, je n'espère pas que ce sujet vous a plu puisqu'il est réellement terrible. En tous les cas, merci de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Ciao.